Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, mes chers amis, ravi de vous retrouver mardi 12 mai 2026. La nouvelle réserve fédérale des États-Unis sera-t-elle pro-crypto? Semaine de passation entre Jérôme Powell, actuellement président de la Fed, et qui va rester à la réserve fédérale des États-Unis? Oui, il veut rester membre du FOMC, il veut continuer de pouvoir peser sur les décisions de politique monétaire, mais à partir du 16 mai, Kevin Warsh est à la tête de la Fed. Le jeu de pouvoir va être profondément modifié au sein de la Réserve fédérale des États-Unis. Kevin Warsh est-il tout simplement, alors il est pro-marché, nous le savons, est-il tout simplement pro-crypto, pro-BTC, pro-altcoins, pro-régulation, pro-Clarity Act, la nouvelle réglementation US? Vous savez, Kevin Warsh, c'est un ancien de Morgan Stanley. D'ailleurs, Morgan Stanley, ils ont lancé leur ETF BTC. Bon, Kevin Warsh, il s'est jamais explicitement dans les médias exprimé en faveur du Bitcoin. Il parle davantage de la technologie, du fait que les États-Unis doivent rester leaders. Il est favorable, ça il le dit par contre, à la réglementation Clarity Act. D'ailleurs, ça avance ensemble au Sénat US, la finalisation de la nomination de Kevin Warsh. Et puis, juste après, donc, le vote qui aura lieu d'ici la fin du mois de juin sur, sur le Clarity Act. En général, il se montre favorable aux stablecoins, et ça c'est un point important, et donc de manière générale aux activités les plus tangibles sur la blockchain liées aux alts, notamment les activités de finance décentralisées. En fait, toutes ces activités que lui juge privées et sur lesquelles il pense que les États-Unis doivent s'inscrire en tant que leader. Pour autant, ce n'est pas un Bitcoin maximaliste, il ne faut pas non plus déconner. Alors, dans cette nouvelle édition du CTB, on va faire quelque chose de chargé. Donc, comme d'habitude, les fondamentaux, cette semaine, c'est très lourd. La géopolitique, je vous apprends rien. La macro US, il y a l'inflation US ce mardi 12 mai d'ailleurs. Le Clarity Act, donc la passation entre Powell et Kevin Warsh. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Première partie, la nouvelle Fed sera-t-elle pro-crypto? Comment ça fonctionne? Donc c'est pas si simple, il ne s'agit pas de changer le président pour se dire ça y est, c'est open bar, c'est impeccable, le bear market est fini. D'ailleurs, ça c'est encore un autre sujet, le bear market peut ne pas être fini, peu importe. Par contre, effectivement, là, ce que je vous dis, ça fait partie des éléments pour le prochain grand cycle bull. Et effectivement, oui, on peut se dire que la nouvelle Fed, alors l'ancienne Fed était-elle anti-crypto? Bon, au mieux, Powell était neutre. Là, ça change quand même avec Kevin Warsh. Mais je dois vous expliquer absolument comment le jeu de pouvoir va évoluer et si réellement le nouveau FOMC, donc les 12 membres qui votent, puisque le président de la Fed ne décide pas tout seul, eh bien, est-ce que réellement il y aura des décisions systématiquement pro-marché? Où en est le rapport de force? Et vous allez voir, il y a ça va dépendre de certains facteurs. Ensuite, S&P 500, je refais un point sur le marché action, la folie des anticipations de bénéfices. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant qui explique que le S&P 500 sera revenu tout au-delà de la tech. C'est le nouveau record historique des autorisations de rachat d'actions, les fameux buybacks. Donc je vous fais un point sur le marché action. On fait un point rapide sur l'inflation US. Et oui, on en reparle encore puisqu'elle est mise à jour ce mardi 12 mai. Et que l'idée est de savoir... Alors, l'inflation nominale rebondit, c'est logique, en lien mathématiquement avec le prix du pétrole. Mais il y a tout le reste, l'inflation sous-jacente. Elle, on espère qu'elle reste basse pour donner de la marge de manœuvre justement à la fête de Kevin Warsh et pour envisager le retour des baisses de taux avant la fin de l'année 2026. Géopolitique, je refais un tour d'horizon de tous les baromètres du risque. Le prix de l'énergie, l'analyse technique, les signaux techniques. On fera aussi un tour sur Polymarket. Bien sûr, un point technique sur Bitcoin avec le débat de savoir depuis fin février, est-ce un bear market rally ou un extended cycle? Je vous redonne tous les repères techniques. On passe à peu près à nouveau tout en revue sur le plan cyclique et technique, mais je ferai ça de manière synthétique. Et puis les alts, est-ce que le bottom est derrière nous? Les alts, elles ont pour beaucoup la même structure. La plupart sont en bear market depuis 2022, d'autres depuis le sommet de décembre 2024. Et puis elles font maintenant des ranges comme ça, tout en bas. C'est typique des phases de transition avant. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles sont déjà reparties à la hausse après avoir construit des belles fondations. La question que je pose, c'est est-ce que leur bottom est derrière nous? Je dis pas que ça peut retracer, attention. La plupart d'entre elles, certaines ont fait plus 50%. Hein. Je ne sais pas si peut-être que la plupart d'entre vous ne suivent pas les alts, mais depuis 2 mois, ok, vous avez vu BTC, mais certaines alts ont fait plus 50, plus 60, plus 70%, depuis des zones extrêmement basses, après avoir construit des solides fondations techniques. Ce sera forcément retracé. Mais mon hypothèse est que nous ne repasserons pas sous les points bas des alts
le point bas que les alts ont fait en février dernier. Et donc ce retracement, c'est intéressant. Et j'ai quelques éléments justement à vous montrer sur ces alts. Et moi, je reste persuadé qu'autant l'ancien cycle a été hyper décevant sur les alts, autant le prochain cycle bull ne le sera pas. Et en grande partie avec la nouvelle réglementation US. Et puis donc quelques signaux techniques très prometteurs, pas pour aujourd'hui ni demain, mais vraiment pour les 2-3 prochaines années que j'ai. Sur le plan technique, c'est parti, nouvelle édition du CTP. Chers amis, vous avez déjà entendu parler de Ink Points? Non, vous plaisantez. Le meilleur programme de fidélité qui existe, toute plateforme de trading confondue. Je vous affiche un tableau avec toutes les informations. Le principe est très simple. Kraken Pro, la plateforme où vous tradez les contrats à terme sur toutes les classes d'actifs, crypto et toutes les autres classes d'actifs. C'est simple. Plus vous êtes actif sur la plateforme, plus vous tradez, plus vous holdez, plus vous stackez, plus vous accumulez des points. Chaque point, le bilan se fait à la fin de la semaine. Une saison, c'est 4 semaines. Et à la fin de la saison, votre nombre de points vous donne accès à un niveau. Les niveaux vont de 1 à 6. 6, c'est le niveau VIP. Tous ces niveaux vous donnent chaque semaine ensuite des récompenses archi solides directement sur Kraken Pro. Vous avez même un tableau de bord qui vous permet de suivre semaine après semaine l'évolution de votre nombre de points, l'évolution de votre niveau. Chers amis, je résume le programme Ink Points qui récompense votre activité sur Kraken Pro par un système d'accumulation simple et transparent de points. Plus vous êtes actif sur Kraken Pro, plus vous gagnez des points. Il y a même un système de bonus temporaire qui varie chaque semaine. Bonus multiplicateur, bonus en nombre de points fixes. Vos points déterminant votre niveau pour la saison suivante. Je vous rappelle qu'une saison dure 4 semaines, 5 niveaux plus un niveau VIP. Si vous l'atteignez celui-là, chers amis, je vous applaudis. En bref, Kraken Pro Ink Points, accumuler des points pour gagner en niveau et gagner des récompenses. Toutes les informations sur Kraken Pro et sur Ink Points se trouvent en description de cette vidéo. La nouvelle réserve fédérale des États-Unis, à partir du 16 mai, si tout va bien, sera-t-elle pro-crypto? La vraie question à se poser, c'est Kevin Warsh, nouveau patron de la Fed, aura-t-il les pleins pouvoirs? En clair, Kevin Warsh aura-t-il l'ascendant, l'influence totale sur les 12 membres votants du FOMC, enfin 11 plus lui, pour lui permettre d'atteindre ses objectifs de politique monétaire qui sont clairement politisés? Eh bien, la nouvelle Fed sera-t-elle pro-crypto? Pas pour commencer. Pourquoi? Parce que, à moins d'un changement d'ici la fin de semaine, Jérôme Powell reste membre du FOMC. Donc, c'est-à-dire que c'est une situation particulière qui voit Jérôme Powell rester gouverneur de la Fed, mais il n'est plus président de la Fed. Il faut donc bien distinguer le rôle du président de la Fed, le chair, d'un simple gouverneur. Il y a aussi les patrons des réserves fédérales régionales. Et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, tous les anciens présidents de la Fed, lorsque leur mandat expirait, quittaient le FOMC. Lui, il veut rester. Alors, son mandat de gouverneur de la Fed dure jusqu'à 2028. Les rumeurs, les bruits de couloir disent qu'il pourrait rester jusqu'en fin d'année. Et donc, si vous voulez, il risque d'y avoir à la tête de la Fed au moins jusqu'à la fin d'année, on verra bien. Pas 2 présidents, mais 2 grandes sources d'influence. Je vous rappelle ici brièvement comment se prennent les décisions de politique monétaire au sein du FOMC. Il y a donc 7 étapes, 8 réunions par an. Vous avez donc les membres du FOMC. Chacun s'exprime. Chaque membre du FOMC donne son opinion. Donc Powell, en restant membre du FOMC, le FOMC, c'est donc cet organe exécutif qui prend les décisions au sein de la Fed. Alors, c'est pas eux qui bossent, hein. Les gens qui bossent, c'est le staff de la Fed, ce sont les économistes de la Fed, les vrais mecs qui bossent. Puis vous avez les mecs qui communiquent et qui prennent les décisions. Et donc, lorsque tout le monde a parlé, à la fin, vous avez le président de la Fed qui parle en dernier, et c'est le président de la Fed qui propose une orientation. Alors imaginez si dès cet été, ce qui est peu probable avec l'inflation, mais d'ici la fin d'année, le nouveau patron de la Fed, Kevin Warsh, propose donc une baisse de taux, et qu'en face de ça, vous avez le clan Powell, entre guillemets, puisqu'il est encore là, le mec, hein, il est parti, mais il est là. Il a quitté son poste de président, mais il est là, qui n'est pas d'accord. Là, ce serait complètement... Alors, bien sûr, il est tout à fait possible que des membres actuels du FOMC qui ont avancé avec Jérôme Powell changent de camp.
il y a des intérêts, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont encore incertaines. Ce que nous savons, c'est que, eh bien, à moins d'un revirement d'ici la fin de la semaine, Jérôme Powell va rester membre du FOMC. Donc, la nouvelle Fed sera-t-elle pro-crypto dès ce milieu du mois de mai? Non. Elle sera, en tout cas, davantage pro-crypto qu'avant. Parce que Kevin Warsh est pro-régulation, pro-Clarity Act, pro-stablecoin, pro-innovation, pro-investissement, pro-marché. Sans être Bitcoin maximaliste, d'accord? Mais ça n'a strictement rien à voir avec le positionnement de Jérôme Powell. Alors, ce qui va être intéressant, ici, je vous ai fait une petite composition hypothétique du FOMC à partir du 16 mai. Alors, bien sûr, la confirmation de Kevin Warsh au Sénat, c'est normalement cette semaine. Si c'est la semaine prochaine, c'est pas grave, il y aura un retard d'une semaine. On n'est pas à quelques jours près, mais logiquement, dès ce samedi 16 mai, c'est Warsh qui est à la tête de la Fed. Eh bien, là, pour le moment, à moins d'un départ de Jérôme Powell, il peut l'annoncer, hein, il peut très bien l'annoncer aujourd'hui, demain, bon, bah, finalement, je quitte le FOMC pour des raisons de stabilité, patati patata, de cohérence, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'il dit. Il dit même le contraire. Et donc, ce FOMC va être passionnant, puisque vous avez le nouveau patron de la Fed, c'est Kevin Warsh, donc très proche de Trump, pro-marché, pro-Trump. Alors, prudent sur l'inflation, mais en réalité, le mec a été nommé pour baisser les taux, enfin, soyons clairs. Et puis, Jérôme Powell, qui lui devrait partir. Alors, s'il part, il y a une place vacante au sein du FOMC, et il y a donc un processus de nomination qui court, et qui va prendre plusieurs semaines, où Trump mettra à nouveau quelqu'un à sa botte, comme il avait mis Stephen Miran récemment, qui est parfaitement à sa botte. Donc le fait que Jérôme Powell reste, non seulement Powell n'est pas vraiment aligné avec Trump, et en plus, ça empêche de nommer quelqu'un, un profil comme Stephen Miran, qui est complètement à la botte. Le mec vote pour les baisses de taux à chaque réunion. Plus l'inflation monte, lui, plus il veut baisser les taux. Bon, voilà, c'est ça, c'est ce genre de personne que nomme Trump. Donc là, ce qui va être passionnant, en fait, c'est que dans un premier temps, vous allez avoir Kevin Warsh, aligné avec, d'après les observations des derniers mois, Christopher Waller, Michelle Bowman et Stephen Miran, davantage modéré, plus ou moins en faveur de baisse de taux, en tout cas plus proche de Trump que Powell. Puis vous avez l'autre camp, Lisa Cook, qui ont essayé de la virer, par exemple, Jérôme Powell, Jefferson, Barr et Cook, qui eux marchent encore avec Powell. Alors imaginez un FOMC où vous auriez Kevin Warsh qui propose une baisse de taux, il est suivi par ses groupies, et puis derrière, là on n'aurait jamais eu ça. Là, ça va être chaud. Mais c'est pas sûr. Vous savez, tout ce beau monde ici peut très bien changer son fusil d'épaule, faire la girouette. Hein, beaucoup sur ce genre de poste, faire la girouette pour être proche du président qui lui a quand même beaucoup de prérogatives. Hein. C'est lui qui même structure la décision, qui va communiquer, qui fait la proposition, qui influence. Donc on ne sait pas aussi comment ils vont se comporter. Mais en tout cas, si Jérôme Powell reste, déjà ça, on sait que c'est une aiguille dans le pied de Kevin Warsh. Et puis donc, le poste qui sera important à surveiller, c'est celui de John Williams, qui est patron de la Réserve fédérale de New York. C'est lui, en fait, c'est la Réserve fédérale de New York, l'antenne de New York qui met en place la politique monétaire non conventionnelle. Et lui, c'est lui, en fait, qui pourrait faire balancer, pivoter le vote du côté de Kevin Warsh. Donc, il y a 12 membres. Une décision de politique monétaire se prend à la majorité, donc il faut 7 voix. Si on a 6 pour 6, 6 pour une baisse de taux, 6 pour un statu quo, c'est Kevin Warsh qui tranche. Donc il n'a pas le droit de veto, il n'a pas une voix en plus, mais il peut trancher en cas d'égalité. Bien sûr, historiquement, le patron de la Fed de New York est toujours proche du patron de la Fed. Sauf que là, John Williams est quand même culturellement beaucoup plus proche que Powell. Mais est-ce que John Williams, par opportunisme, va rejoindre Kevin Warsh? Vous voyez, il y a tout ça. Donc il y a énormément de choses qui comptent. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'arrivée de Kevin Warsh donne un peu plus de contrôle à la Maison-Blanche sur la Fed. Ça, donc la Fed sera davantage pro-crypto, ça c'est certain. Et puis derrière une fois que Kevin Warsh à la tête de la Fed, le Sénat américain, va prendre à bras le corps le Clarity Act, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc il y a des choses. Mais en tout cas, non, la nouvelle Fed ne sera pas dès ce mois de mai archi pro-crypto, puisque là, vous avez un FOMC, parce que Jérôme reste, en gros, voilà, c'est tout. Le jour où il part, là, ça va être open bar. Hein. Autant vous dire que le jour où il part, ça va être complètement dingue. Alors le S&P 500, lui, eh ben, il est tout en haut. Qu'est-ce que je vous dis? Il y a vraiment, il y a quand même deux choses qui sont en opposition totale. Vous avez le camp pétrole. Le camp pétrole, là, ça lâche rien. Toujours en zone d'alerte rouge
toujours en zone de choc inflationniste. Vous connaissez la cartographie que je vous propose régulièrement. Ça casse aucun support. Il faudrait au minimum casser les 95 $, la moyenne mobile à 50 jours ici. Et même, regardez, c'est propre, hein, la moyenne mobile à 50 jours, le Kumo du système Ishimoku 95, si on casse ça, c'est vraiment un signal d'apaisement. Mais bon, ça dépend de l'actualité géopolitique. Alors cette semaine, vous avez Trump qui du 13 au 15 mai va en Chine. Ça ne devrait pas partir en vrille, mais à son retour de Chine, est-ce que dès le 16 mai, il va reprendre les attaques sur l'Iran? Bon, on va voir, où est-ce qu'il y aura un accord d'ici là, quel va être le rôle de la Chine. En tout cas, bien sûr, le détroit, le nombre de bateaux qui passent à travers le détroit, le prix de l'énergie, et en face de ça, le S&P 500 qui est tout en haut, porté par la tech, porté par la réalité, qui est qu'un secteur, le secteur de la tech, l'IA, envoie du lourd, envoie des bénéfices. Vous avez ici les suites aux résultats du premier trimestre, les nouvelles anticipations de profit des entreprises du S&P 500, là c'est la fin d'année 2026, c'est un truc de malade, c'est la verticalité totale, et c'est pas du vent, hein, puisque là elles ont fait un max de cash, il y a une visibilité, il y a des commandes, on voit bien ce qui se passe, les data centers ça explose de partout, il y a des gains de productivité, donc elles envoient du profit, du profit, du profit, du profit, du profit, et ce sont des machines à cash, donc il y a du cash, il y a du pognon. Alors c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, s'il n'y a plus une goutte de pétrole dans 6 mois, et que tout est à l'arrêt, elles auront beau avoir du cash, ça va piquer, mais pour le moment, eh bien c'est ça qui porte le marché. Et c'est la base finalement, puisque le marché action sur le long terme est corrélé à la tendance des profits des entreprises et aux anticipations de profits des entreprises. Mais il n'y a pas que ça, il y a un autre facteur de soutien au S&P 500 qui est complètement perché. Alors le S&P 500, je vous montre en fait qu'est-ce qui est perché, hein. C'est la tech, et au sein de la tech, vous avez ici le secteur des semi-conducteurs. Donc les secteurs des semi-conducteurs, les GPU IA, la mémoire vive IA, tous les composants qui permettent eh bien, aux outils, aux data centers d'intelligence artificielle de fonctionner. C'est vrai que quand on regarde des graphiques comme ça, c'est un truc de psychopathe. On voit même pas la correction qui a eu lieu en février-mars ici, dans les premières semaines de la guerre en Iran. On se dit que lorsqu'on voit ça, tous les jours, vous vous dites, ben, c'est trop tard, j'achète pas, c'est trop tard, j'achète pas, ça va retracer, ça va retracer, ça va retracer, ça va retracer. Alors, imaginez, voilà, là, vous êtes comme ça, bah non, c'est pas possible, ça va retracer. Bah non, ça va retracer. Bah, ça va retracer, c'est pas possible. Bah, ça va retracer, impossible, beaucoup trop cher. Oh, ça va retracer, impossible, trop cher. Bon, bah, alors ça viendra, hein. Il y aura un moment ou un autre, un range, il y aura quelque chose de latéral, voilà, c'est sûr, ça va arriver. Ça va arriver, ça va arriver le jour où vous allez vous dire, bon, c'est pas possible, ça monte tous les jours, cette fois-ci j'achète, puis merde, ça y est, en fait c'était le point. Enfin en tout cas voilà, et en plus de ça, vous savez que ces boîtes-là sont, là vous avez le secteur de la tech, et en plus de ça, ces boîtes-là sont des machines à cash, et donc, eh bien, qui dit machine à cash, elles rachètent leurs propres actions. Vous avez un nouveau record historique, donc à la fois, accrochez-vous, nouveau record historique des anticipations de profit, et en plus de ça, un nouveau record historique des rachats d'actions autorisés par les entreprises. Ce sont des décisions qui sont prises en conseil d'administration, où le conseil d'administration déclare que l'entreprise va racheter. Donc on peut se projeter. Elle décide là, au moment de leur résultat, conseil d'administration, voilà, bah, on va racheter sur les 6 prochains mois tant d'actions. Bah, donc nous, on a une visibilité sur les achats qui arrivent dans les carnets d'ordre, puisqu'elles vont racheter les actions sur le marché. Donc non seulement elles ont du cash, il y a des perspectives de profit incroyables, elles rachètent leurs actions. Bah là, autant vous dire que si le pétrole était revenu à 80 $, le SP500 serait déjà à 8000 points en fait. S'il n'y avait pas ce handicap géopolitique, imaginez que là, le handicap géopolitique actuel, il est quand même massif. Si ça dure, on va droit dans une crise énergétique qui sera catastrophique pour l'économie mondiale, et ce sont toutes les compagnies pétrolières qui le disent. La plupart des pays d'Asie tapent dans leurs stocks, les stocks se réduisent, ça devient chaud, il faudra des mois pour remettre en place le flux. C'était ce que déclarait là un manager chez Aramco. Si la guerre, si le trafic reprend normalement cette semaine, si tout réouvre cette semaine, donc c'est ce qu'ils ont dit là, voilà. Imaginez cette semaine, il y a un accord de paix, tout réouvre. Eh bien, la normalisation, c'est janvier 2027. Donc de toute façon, il va y avoir un lag de normalisation. On peut se demander pourquoi le marché est si optimiste, mais c'est parce qu'il y a d'autres facteurs pour l'instant qui le portent.
Mais bon, il y aura forcément un retracement. Vous prenez le secteur de la tech, bon, et là il est dans une phase un peu comme ça, il finit par faire retracement, il est dans une phase bullish, il finira par faire son retracement, etc. etc. Bon, c'est comme ça qu'il se comporte là depuis 2022. Hein. Impulsion, pause, impulsion, pause, impulsion, là c'était la guerre commerciale, non c'était là, impulsion, là c'était la guerre commerciale, impulsion, hop, impulsion, voilà, une succession de creux et de sommets ascendants. Donc voilà, donc pour l'instant, le marché action reste parfaitement bullish cette semaine. Aujourd'hui, pardon, donc en fait, là, vous allez regarder la vidéo, vous avez déjà l'info. C'est l'inflation US. Alors, l'inflation US qui a explosé à 3,3% en mars, mais c'est mathématique, c'est à cause du prix du pétrole. La bonne nouvelle que j'avais mis en évidence, c'était que l'inflation sous-jacente ne bouge pas. C'est celle que regarde la Banque centrale, la Fed. Pourquoi? Parce que c'est l'inflation en dehors des éléments volatiles comme l'alimentaire et le pétrole. C'est la vraie inflation profonde, notamment celle des services. Et elle désinflationne, elle continue même d'être basse. Ça montre à quel point s'il n'y avait pas eu cette fichue guerre contre l'Iran, si le pétrole n'était pas remonté, moi je la juge pas, c'est pas à moi de juger, s'il n'y avait pas eu cette envolée du prix du pétrole, eh bien, on serait déjà à la cible, on serait déjà aux cibles d'inflation. On serait à 2%. Tellement il y a de pression des inflationnistes, parce que dans plein de secteurs de l'économie, ça ralentit. Et là, la hausse du coût de l'énergie, ça va pas aider. Il y a une partie de l'économie qui se met à l'arrêt. Une partie de l'économie qui se met à l'arrêt, en ralentissement. Vous avez beaucoup de gouvernements, par exemple, en Asie, qui donnent des instructions au secteur public, au secteur privé, pour ralentir votre consommation. Tout ça, à un moment ou à un autre, moins de croissance. Puis ça, et si ça dure, forcément, moins de croissance, les bonnes entreprises vont pas augmenter les prix. Parce que déjà que la consommation est cassée. Mais derrière, si ça fait moins de croissance, ça peut faire moins de profit. Donc, tout ça finira peut-être par rattraper le marché. C'est vraiment une question de temps. En tout cas, aujourd'hui, l'idée, c'est de voir si, à nouveau, l'inflation sous-jacente sera sous contrôle ou pas. Et c'est ce que le marché a besoin de voir. Lorsque vous regardez Trueflation, la vraie inflation, le CPI, oui, il y a un rebond, mais on est toujours sous 2% et c'est sous contrôle. Et tout ça, c'est le prix du pétrole. Donc en fait, si vous retirez de l'inflation temps réel la hausse du prix du pétrole, la hausse du prix du gaz, ou encore la hausse du prix de l'urée, l'engrais urée, et de certains métaux industriels qui sont liés directement au prix de l'énergie, comme l'aluminium, le cuivre, etc., eh bien en fait, on est largement sous la cible de la Fed. Donc ça, au moins, on sait que les choses se normaliseront. Maintenant, là, sur le plan géopolitique, écoutez, pour l'instant, ça reste compliqué. Trump va en Chine du 13 au 15 mai. Lorsque vous regardez sur Polymarket les anticipations de normalisation du détroit d'Ormuz au 15 mai, la probabilité c'est 0%. La normalisation du détroit d'Ormuz au 31 mai, ça drop à mort, on est à 10%. La probabilité de normalisation du détroit d'Ormuz au 30 juin, on est qu'à 30%. Là, ça commence à piquer. Un mois de plus comme ça, et ça va être très chaud. De la même façon, lorsque vous regardez les probabilités de deal, d'accord de paix entre l'Iran et les États-Unis, eh bien, même au 30 juin, la probabilité n'est que de 39%. Donc, c'est pour le moment une situation géopolitique qui est compliquée. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est quand bien même il y a des anticipations de profit, quand bien même il y a des buybacks, de toute façon, un moment ou un autre, mais même sans raison, il y a un processus de prise de profit, il y a donc un processus de retracement, il y aura un déclencheur. Alors, si les opérations militaires reprennent contre l'Iran d'ici la fin du mois de mai, soyez quand même certain que le SP500 va faire un retracement. Il pourra faire un retracement, d'ailleurs, comme il avait fait ici, entre le début février et la fin du mois de mars, quelque chose un peu comme ça, avant peut-être de repartir si derrière ça se calme, mais voilà, là il faut le marché est en surachat partout, donc il faut commencer à être prudent. Bon, le cours du BTC, c'est exactement la même situation technique que depuis quelques séances, que depuis la semaine dernière, à savoir que le cours du Bitcoin est revenu au contact de seuils qui séparent les fameux deux scénarios, à savoir celui soit du bear market rally, c'est-à-dire que le marché a fait une première vague, une seconde, et qu'il manquerait donc un dernier retour, probablement un scénario de double bottom sur 60K, qui viendrait faire son bottom en août-septembre, pour être en accord avec le timing du cycle de 4 ans, donc A, B, C
et enfin vraiment repartir 2027-2028 pour le prochain cycle, direction les 200K cette fois-ci. Et celui au contraire donc de l'extended cycle, à savoir donc qu'ici nous aurions fait un bear market très court, mais aussi court que le tout premier de 2011, et qu'en réalité nous sommes déjà repartis pour un nouveau cycle bull, comme par exemple peut le suggérer l'analyse technique du RSI weekly du BTC ATH Drawdown, qui fait exactement les mêmes structures que les anciens gros bottoms de bear, sauf qu'il faudrait franchir le niveau du 50 du RSI weekly. Pour l'instant, c'est pas fait. Autant vous dire que si Bitcoin finit par franchir le niveau 50 de son RSI weekly, c'est honnêtement, le bear est terminé. Là, on y est. Là, on est à la frontière. Ça bloque, mais la vraie frontière, c'est la moyenne mobile à 200 jours. Et regardez comme c'est passionnant. Je vous en parle depuis un certain temps. On est calé dessous. Toute cette remontée ici du marché a été en fait un processus de short squeeze avec beaucoup de positions short à effet de levier. Elles ont cessé de dominer. Il y a le retour de positions longues à effet de levier. Il y a donc à nouveau un équilibre des forces. Alors elles ont cessé de dominer, mais le stock ici de positions short à effet de levier est tellement important qu'il y a eu certes des liquidations, mais elles sont encore pour la plupart en place. Un vrai short squeeze, une vraie dernière étape de liquidation, ce serait de pousser au-dessus de la SMA 200, revenir chercher le point mort annuel. Le point mort annuel, vous avez compris, au-dessus, Bitcoin est en hausse depuis le début de l'année, en dessous, Bitcoin est en baisse depuis le début de l'année. Il pourrait y avoir donc ce scénario d'un ultime short squeeze avant d'imprimer une vague de retracement et ensuite vraiment repartir pour de bon. Donc, pour le moment, alors il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est en Ishimoku Weekly, je vous en parlais la semaine dernière, la Kijun-sen Weekly, eh bien, dans tous les anciens bear markets, elle n'était jamais franchie, sauf lorsque le bear était terminé. Et là, en réalité, par calcul mathématique, elle est passée sous les prix. Vous voyez, elle est passée sous les prix. Prenez par exemple l'ancien bear market, elle était là, elle a couvert et on l'avait redépassé en janvier de l'année d'après. Si vous prenez encore le bear market de 2018, voilà, elle couvrait les cours là et on l'avait redépassé, c'était la fin du bear. Et là, donc, par calcul mathématique, eh bien, elle passe en dessous. Et donc, sur mon graphique ici, multi-time frame Ishimoku, j'ai les bougies 4 heures de Bitcoin et j'ai le Ishimoku en multi-time frame. Et donc, j'ai ma Kijun Weekly qui est ici à 79K. Donc, en réalité, vous avez un hyper range, le range de la mort, le range décisif entre moyenne mobile à 200 jours, et les 79K. Mon idée est donc de dire que marché fera son choix en sortie de range 79 000 $, et donc moyenne mobile à 200 jours qui est actuellement à 82 400 $. Donc 79 000 $, 82 400 $, c'est hyper serré comme range. Briser 79 000 $, repasser en dessous, là c'est un marché qui va retracer en direction des 74K, retracer en direction des 74K, retracer en direction de ce niveau-là. Et là, effectivement, derrière, ça, c'est un niveau qui sera important. Si on le casse, on revient à le MA200. Bref, pour moi, casser 79K, c'est vraiment repartir au sud, en direction des 70. On va faire une jambe de retracement. Par contre, il y a quand même un stock de positions à levier short qui est tellement important que je n'arrête pas de me dire que, eh bien, il faudrait d'abord aller chasser les stops au-dessus de la SMA 200 avant derrière d'envisager un retracement. Alors me direz-vous, si Bitcoin, si le RSI Weekly dépasse 50, si franchement on confirme le dépassement de la Kijun Weekly et qu'en plus on dépasse la SMA 200, faudra-t-il accepter pour de bon que le bear est vraiment derrière nous? Probablement que oui. Ça veut dire que le prochain retracement, faudra le payer. Et ça voudrait dire que dans ces cas-là, que les 60K sont finalement l'ultime bottom. Moi, je reste quand même convaincu que vers août-septembre, il y aura au minimum un retracement de toute cette reprise, et là, ce sera vraiment la dernière chance pour se placer. Donc, et quand bien même, d'abord, on aurait au préalable un short squeeze. On peut avoir un short squeeze, retracer, et vraiment repartir dans le timing habituel. Donc voilà, alors c'est vrai que le business cycle, lui, dit que bottom is in, lorsque regardez le PMI US manufacturier, qui donne vraiment des signaux où à chaque fois bottom était in pour le BTC.
Bien sûr, le coût de production par Bitcoin, ça on le suit ensemble depuis très longtemps. Et c'est bon, c'est vrai que alors regardez par exemple, regardez le cas de figure, du bear ici. C'était le bear de 2014. On avait tenu, mais finalement on était resté au-dessus. Regardez, des mois, on avait fait un double bottom avec une mèche en dessous avant vraiment de repartir. Donc faut pas non plus trop s'exciter en se disant ça y est, bon bah là c'est sûr, c'est fait. Effectivement, là c'est sûr, c'est fait. Le coût de production par Bitcoin, bah voilà, ça y est, c'est bon, on l'a tenu. Regardez ici, on l'avait travaillé, on était repassé au-dessus, puis repassé en dessous. Donc voilà, c'est pas non plus un, on peut parfaitement, on peut tout à fait partir en extended cycle ou faire le double bottom. Finalement, là, on adorerait que ça fasse comme ça. Hop, le retest. Et là, on se dit, putain, mais c'est parfait, le timing sera parfait, j'ai un double bottom. On refait un scénario à la 2015. Et derrière, on sait que ça part pour le nouveau cycle. Parfaitement aligné dans le timing attendu, un cycle de 4 ans. Voilà. Bon, en tout cas, ça rend vraiment improbable des cibles comme 40K, sauf fait exceptionnel. Par contre, il y a toujours la possibilité d'un double bottom sur 60K ou d'un retracement à un moment ou à un autre vers cette cible. Il y a des choses sur les alts, je termine par les alts, je voulais vous montrer sur les alts, je voulais vous montrer Others, qui est donc l'indice, c'est ce qui va au-delà du top 10 des alts. Vous avez ici les bougies mensuelles de Others, weekly et daily. Et lorsque je regarde cette grosse pattern mensuelle, effectivement, on se dit, bon, bah, les alts, sont bottom serait in. Les alts auraient fait donc leur bottom. Ça redépasse la moyenne mobile à 200 jours. Bon, donc alors, ça peut peut-être retracer un peu, mais il y a quand même beaucoup de configurations d'alt. Vous savez, il y a la configuration standard attendez, je vais vous montrer ça sur un autre truc. Une configuration standard d'une phase de bottom, vous avez toujours l'exemple que je montre de Link, qui est l'exemple en fait un peu parfait. C'est ce genre de structure. Vous avez le bear market, une grande latéralisation et on sort par le haut. Vous voyez cette structure-là, il y a un maximum d'alt qui sont en train de faire ce type de... Un maximum d'alt qui font ce type de structure. Là, vous avez l'exemple de RSR par exemple. Le bear market, le range et on est sorti par le haut. Vous en avez plein qui ont exactement la même type de structure. Le bear market, le range, et on est sorti par le haut. STX, le bear market, le range, et là on est en train de pousser par le haut. Je peux encore montrer l'exemple d'AXL, le bear market, le range, et on est en train de sortir par le haut. Donc lorsqu'on regarde quand même un certain nombre dates, on se dit bon, elles sont, même si elles reviennent chercher leur bottom, ça se paye. On se dit que bottom is in, ça peut être cohérent avec le Clarity Act. Et je reprends mon ratio altcoin sur Bitcoin. Eh bien, on se met à plat, ça dérive depuis des semaines en weekly. On est entré dans le Kumo weekly. Allez, à partir de août-septembre, on va en sortir par le haut, exactement comme ici. Et donc, ce serait en accord avec le cycle de 4 ans. Ça veut dire qu'à partir de août-septembre, surtout, on pourra avoir une surperformance majeure des alts. Là, vous avez le bilan de la Fed, ça correspond avec le bilan de la Fed qui remonte, avec le business cycle qui a dépassé 50. Bon, cette première partie d'année 2026, c'est une année de bottom, c'est le bottom des alts. Ça ne veut pas dire qu'on va pas revenir chercher les plus bas, mais si c'est le cas, ça se paye. Voilà, bon, dans l'immédiat, ce qui nous intéresse, c'est donc le comportement de Bitcoin par rapport à cette moyenne mobile à 200 jours. Et donc, retenez l'hyper range 79 000, 82 400. Merci à tous.